micro. D'accord. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci beaucoup pour cette présentation très, très aimable et très plaisante. Et effectivement, hein, le programme, j'avais champ libre. Hein, donc voilà, on va s'attaquer à l'Europe napoléonienne, hein, dans sa globalité, et qui plus est en fait dans son lien avec les projets révolutionnaires. Hein. L'idée de la conférence de ce soir, hein, c'est de tracer une série de traits d'union. Ces traits d'union, ça va être entre le monde militaire et le monde civil, entre la France et l'Europe, entre la Révolution et l'Empire, entre l'université et le monde des études napoléoniennes, enfin toute une série de mondes qui ont tout intérêt à dialoguer à travers à se retrouver dans ce berceau de la France-Europe. Je vais attaquer assez rapidement dans le vif du sujet, mais voilà, on peut admirer là ces représentations et des grandes armes de l'Empire que vous aurez reconnues, et puis une allégorie de l'Europe. Quelques mots quand même pour présenter en fait pourquoi, par quel chemin j'en suis venu à m'intéresser à l'Europe napoléonienne. J'en suis venu par la gendarmerie. J'ai fait mes premières armes, en effet, c'était au siècle dernier, au niveau de la maîtrise, en étudiant en fait les jeux de pouvoir entre le ministre de la police générale, Fouché, et l'inspecteur général de la gendarmerie, Mancet. Et donc voilà, j'ai été tôt initié à la façon de régir l'Empire, hein, depuis Paris, mais avec toute une série d'affrontements dans les départements. Et puis très vite, hein, j'ai eu l'envie de voir par le bas au niveau des brigades de gendarmerie. Hein, vous savez que la gendarmerie repose sur un maillage du territoire par des brigades de 5-6 hommes, implantées à un niveau cantonal, plus ou moins, et que ce réseau s'est étendu à fur et à mesure que la France s'étendait en Europe. Donc dans cet ouvrage Servir Napoléon, sur les policiers et les gendarmes dans les départements annexés, j'avais pris la France des 130 départements en me donnant pour objectif en fait, de réfléchir sur la quarantaine de nouveaux départements. Et donc j'avais fait toute une série vous avez des cartes là sous les yeux pour travailler très attentivement sur la densité des gendarmes par rapport au territoire, évaluer le nombre de rébellions, avec dans l'idée de savoir si dans les nouveaux départements, les rébellions étaient plus fréquentes que dans les vieux départements français. Non, il n'en est rien, c'est à peu près le même ratio, simplement on ne se révolte pas pour les mêmes raisons. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais et que je lisais mes gendarmes et que j'essayais de lire de mes gendarmes des choses tirées d'autres sources que les procès-verbaux et les rapports, mais des lettres privées, des documents personnels, il y a une question qui a commencé à s'imposer, à me tarauder, parce que c'était la question que se posaient les gendarmes, en tout cas leurs officiers. Mais qu'est-ce que nous faisons ici ? Un gendarme qui se retrouve à Rome alors qu'il était en Normandie, qu'est-ce que je fais ici ? Quel est le bien fondé de ma mission et l'expérience du dépaysement ? Et cette expérience en fait de l'altérité, du changement, du dépaysement, ça a été un fil conducteur pour une réflexion qui m'a occupé ces dernières années et que je vais partager avec vous ce soir. Avec j'ai reformulé la question. En fait, la question elle est pratiquement celle-ci. Est-ce que les Français, sous Napoléon, ont cru en leur empire ? Et ça nous renvoie en fait à une question fondamentale. Vous savez, tous ces débats sur qu'est-ce qui est à l'origine de l'Empire ? Est-ce que c'est l'orgueil d'un homme, un l'hubris napoléonien, la folie des grandeurs, une aventure personnelle, la démesure et un projet contre nature ? Donc toutes ces idées dont on peut retracer la généalogie, qui ont été cristallisées pendant la légende noire de l'Empire, et puis qui rejaillissent, qui sont assez très puissantes parce qu'elles offrent un système d'explication, ma foi, assez fort commode, bien que simpliste. L'idée, en fait, mon intuition, c'est que Napoléon s'est retrouvé en quelque sorte le champion d'une génération
champion de sa génération finalement, dans un certain nombre de ses idéaux, et donc dans le sillage de la Révolution et de l'expansion révolutionnaire. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en valeur, d'exposer, notamment dans ce dernier livre que vous avez sous les yeux. On pourra revenir sur le titre. Mais l'idée, c'est de réfléchir aux réunions territoriales. On parle des départements réunis, c'est une expression qui doit vous être familière. On parle des départements réunis pour la Belgique ou les départements de la Rhénanie, de la rive gauche du Rhin. Mais finalement, le processus de réunion expérimenté en Belgique, eh bien, on l'a retrouvé jusqu'au bout. Et donc, voilà, ce que je vous propose, c'est d'essayer de percer ce mécanisme. Avec là encore une question fondamentale, puisque derrière ces réunions, il y a des questions qui sont posées et qui sont lourdes. Ces questions, c'est finalement, qu'est-ce que c'est que l'Empire ? Qu'est-ce que c'est que la France ? Qu'est-ce que c'est qu'être un Français ? Puisque les réunions, on va le voir, eh bien, du jour au lendemain, transforment un Romain en Français. Voilà, ça interroge tout de même. L'Empire, produit du discours. L'Empire produit du discours dans le sillage de la Révolution française. Il s'agit de donner du sens et donner raison aux conquêtes. Les conquêtes ne sont jamais un fait brut. L'avantage militaire n'est toujours que relatif. Il y a aussi un discours de légitimation pour justifier les avancées territoriales, pour lui donner sens et l'ancrer dans la durée. Les bases de ce discours, elles ont été posées avec la Révolution française. Et il n'y a pas de rupture fondamentale en 1799. On va voir, il y a un certain nombre de pas de côté, mais les bases théoriques, elles ont été fixées pendant la Révolution française. Ces bases théoriques, elles reposent sur la notion de réunion. Ce mot même de réunion, pour ceux qui sont familiers de l'histoire d'Ancien Régime, ce n'est pas un mot tout à fait nouveau. Avignon a plusieurs fois été réuni à la France à l'occasion des guerres ou des accords du XVIIe, XVIIIe siècle. De même pour Nice. Et on parlait de réunion. Sous Louis XIV, on a même réuni une éphémère province de la Sarre. Ce terme de réunion, c'est un terme qui était familier à la diplomatie d'Ancien Régime, mais dans le sens, comme tout, j'allais dire, a été révolutionné par les révolutionnaires, qui se sont emparés de ce mot et lui ont donné un sens nouveau et un sens essentiel et stratégique, puisque la République, et d'abord en fait la Constituante, a usé à plusieurs reprises de la réunion. Vous avez sous les yeux un tableau qui récapitule les principales réunions qui ont été opérées pendant la Révolution française, donc avant même l'accession de Bonaparte au pouvoir en 1799. Ça a commencé par la réunion d'une périphérie intérieure, Avignon, El Comtat, Venessin, Carpentras, etc., au terme d'un processus qui a été particulièrement long, hésitant, tortueux, en raison des difficultés. Mais c'est un cas d'école. Il y a un certain nombre de blocages ont été levés à l'occasion des débats. Mais ça a occupé les constitutionnels, les constituants, qui réfléchissaient à la Constitution. Ça a occupé les constituants des séances entières de l'Assemblée constituante. Pourquoi ? Finalement, il y avait deux écoles qui s'affrontaient parmi les constituants, deux écoles qui s'affrontaient. Les uns expliquaient que Avignon avait vocation à devenir français, ou plutôt à redevenir français, et pour cela à s'appuyer en fait sur des titres historiques, et donc faire œuvre d'archiviste, multiplier les titres, les archives qui montrent le bien fondé des droits des Français à réclamer Avignon. De l'autre, des révolutionnaires qui se disent plus conséquents, puisqu'on a fait la révolution, il s'agit de casser les codes, de ne pas reprendre cette démarche
historique qui s'appuie sur les vieux parchemins qu'on fait brûler justement pour les questions des rentes seigneuriales, mais de se prévaloir de la volonté des Avignonnais de devenir français. Hein. Donc sur une démarche volontariste. Les Avignonnais sont français, non pas parce qu'ils l'ont pu l'être, mais parce qu'ils le veulent bien. Hein. Le veulent-ils? En fait, c'est plus compliqué. Ce qui retarde aussi les débats, c'est qu'à Avignon, on est divisé, et puis surtout dans la région, on est divisé. Il y a des violences de rue terribles. Les villes du Midi s'en mêlent. Arles est pour les uns, Marseille pour les autres. Bon, situation très complexe, qui est quand même dénouée par la réunion. Le terme, c'est bien le terme de réunion d'Avignon et du Cantal à la France en septembre 1791. Mais ça, c'est le cas d'une périphérie intérieure, d'une enclave. Avec l'entrée en guerre, à partir d'avril 1792, et lorsque les succès viennent pour les troupes françaises, va se poser la question du devenir des territoires sur lesquels les Français ont pénétré. Hein, et ça commence avec la Savoie. Ça commence avec la Savoie. Le général Montesquieu, très rapidement, entre à Chambéry. Il est accueilli à bras ouverts par la population. Et des délégués des différentes communes de Savoie se réunissent en une assemblée des Allobroges. C'est le nom du vieux peuple gaulois qui habitait ces terres, hein, et qui demande le rattachement à la France. Que faire? C'est une question qui est posée, et on va voir comment on va à ce moment-là, c'est la Convention, comment on va y répondre. Et à partir de cette initiative des Savoisiens, il va y avoir une mécanique qui se met en place, qui associe les succès militaires avec des pressions de la part de populations, des minorités actives ou un peu plus ou un peu moins, et qui vont aboutir à des réunions en cascade, en ordre dispersé, mais vous voyez, il y a Monaco, il y a toute une série de territoires qui vont constituer la Belgique, Montbéliard, Genève et la rive gauche du Rhin. Comment fait-on? La Convention nationale, à partir de 1792, a un cas de conscience. Comment fait-on? Puisqu'on a cette assemblée de conventionnels qui sont fils des Lumières, qui ont été élevés finalement dans la détestation des guerres de conquête, pour lesquelles il n'y a rien de pire en fait que voilà, les guerres d'agrandissement, qui sont liées aux caprices des princes, à leurs prétentions dynastiques. Et est-ce que les révolutionnaires sont en situation de faire de même, de conquérir des territoires? Lorsque la proposition des Savoisiens arrive à la tribune de la Convention, on commence par s'en offusquer. Camille Desmoulins crie au scandale, et puis on réfléchit. Il y a une commission, et il y a un premier rapport, je ne vous l'ai pas mis sous les yeux, celui-ci, mais c'est Grégoire lui-même qui s'en charge. Grégoire est chargé de faire un rapport sur les conditions de possibilité, les conditions d'acceptabilité du rattachement de la Savoie à la France. À quelles conditions la République ne perdrait pas son âme en annexant la Savoie. C'est vraiment un enjeu de taille, puisque ça va déterminer ensuite une dynamique de 20 ans de conquête. Grégoire avance apporte un certain nombre d'idées qui vont être reprises, systématisées par Carnot lui-même. Carnot lui-même est chargé au nom du comité diplomatique de rapporter auprès de la Convention en février 1793, voilà, ce qui rend une réunion acceptable dans l'esprit républicain, avec un système, vraiment une théorie, voilà, les choses sont assez carrées. L'idée, c'est de dépasser le cas particulier. Il s'agissait de Monaco, voilà, des petites choses comme ça, mais de réfléchir à un système que l'on pourrait reproduire par la suite. Il devient nécessaire de poser des bases, d'où sortissent naturellement les conséquences qui se retrouvent relatives à chaque cas particulier. Et donc voilà, un système avec d'emblée une première priorité, c'est qu'il faut consulter l'intérêt de la République elle-même. Est-ce que la France a intérêt à accepter
le rattachement de telle ou telle contrée, avec l'enjeu de sa sécurité. Avec l'enjeu de sa sécurité, parce que ce n'est pas rien. Accepter un territoire, c'est aussi le placer sous la protection de sa constitution, et la République est une et indivisible, c'est-à-dire que si un territoire devient français, on ne pourra pas s'en séparer. Ça veut dire qu'on met fin au système de monnaie d'échange. On ne peut pas garder dans la poche Monaco pour négocier, le remettre sur la table lorsqu'il y a une négociation. Si c'est une terre qui est devenue républicaine, il n'est pas question qu'on la ronde. Et ça va être quelque chose qui va jouer aussi pendant les 20 années à venir. Première condition, la République ne doit pas se mettre en difficulté. Ce qui fait que l'on va, en fait, ça renvoie finalement au principe de continuité territoriale. On ne va pas accepter un territoire voilà, éloigné qui créerait une espèce d'enclave et qui serait très compliqué d'aider. Donc une espèce de continuum géographique. Ce continuum géographique, il va trouver son sens, il va trouver sa cohérence dans l'idée des frontières naturelles. Finalement, tous les territoires qui sont compris dans les frontières naturelles ont vocation à devenir français. Pour les autres, non. On se met un garde-fou. Le deuxième garde-fou, c'est qu'il faut le consentement des populations. La Réunion ne doit pas être un nom faussé pour camoufler une captation par la force. Donc, comme l'écrit Carnot, voilà, aucune mutation de territoire ne peut avoir lieu sans vœu libre et formel des communes. Ça veut dire que les habitants seront invités à voter dans leur commune. Des formes de plébiscite, si vous voulez, à exprimer cette réunion. Donc on a un cadre, et ce cadre, bon gré, mal gré, va durer pendant la Révolution française et même un petit peu au-delà, sous le Consulat. Un peu au-delà, puisqu'il va y avoir un certain nombre d'adaptations. Notez bien cependant que ces adaptations, on peut même dire ces violations, elles sont à l'œuvre dès la République. Dès 1795, il y a une logique pragmatique de réalpolitik qui gagne la République thermidorienne et le Directoire, et qui va conduire à ne pas être très regardant sur les conditions du rattachement de la Belgique, par exemple. Il y a un débat, mais il y a des biens nationaux en Belgique. L'Église est bien possessionnée, on a besoin d'argent. On avait consulté les Belges en 1793. On va dire qu'en 1795, ils sont toujours d'accord. Bon, voilà. On rajoute le Luxembourg, qui n'a pas été consulté, mais après tout, c'est un verrou stratégique. Donc, est-ce qu'on consulte un verrou? Non. Donc voilà, il y avait déjà un certain nombre de violations qui étaient en œuvre. Ceux qui s'en sont le moins mal tirés, c'était les Genevois, qui ont réussi à négocier la sauvegarde d'institutions patrimoniales auxquelles ils sont très attachés. Une espèce qui faisait un peu une entorse au centralisme français. Ils obtiennent ça. Pour combien de temps, ils ne le savent pas trop, mais ils sauvent un petit peu entre républiques. Voilà, on se doit ce genre de cadeau. Mais donc, il y avait déjà eu une altération du système de Carnot. Que se passe-t-il avec Napoléon Bonaparte? Il y a plusieurs changements. Le principal, c'est la disparition, en tout cas la diminution du débat public. Puisque les réunions que j'évoquais sous la République, malgré les manquements, malgré les empiètements, malgré... on discute, mais on peut tordre le bras, mais malgré tout, on discutait un petit peu. Et en tout cas, on en discutait à Paris dans les assemblées successives, à la Convention et puis au Conseil des 500 ou aux anciens sous le Directoire. On en discutait. Et ça donnait lieu à des débats importants. Pour ce qui est de la Belgique, les conventionnels ont discuté longuement parce qu'il y avait des partisans des petites limites, c'est-à-dire l'ancienne France. La France, il fallait rester dans les limites royales, parce que plus facile à défendre. Il restait des choses un peu de la ceinture Vauban. Et puis voilà, ceux qui protégeaient, qui étaient dans cette idée-là, c'était soit des crypto-monarchistes,
hein, en tout cas des gens qui étaient favorables à une paix de compromis avec l'Europe, en se disant que si on prend la Belgique, cette paix, on ne l'aura jamais. Hein. Et donc, ils pouvaient discuter dans les assemblées révolutionnaires. À partir du consulat, ce n'est plus vraiment le cas. Hein. Ce n'est plus vraiment le cas. On observe en fait un glissement. Je vous ai mis une ou deux citations un peu expressives. La question de la rive gauche du Rhin. 4 beaux départements, hein, d'Aix-la-Chapelle à Mayence, enfin de Cologne à Mayence. Ça fait depuis 3-4 ans que les républicains tournent autour. On a départementalisé, mais on n'ose pas les déclarer comme territoire français, parce que c'est compliqué. Ça appartenait à 115 principautés, ces départements du Rhin. Il y a les Autrichiens et les Prussiens qui ont des intérêts, c'est compliqué, c'est des terres d'empire, bon, on n'ose pas trop. Avec Bonaparte, avec le consulat, on va déclarer ces départements partie intégrante de la France. Hein, et lorsque vous voyez les envoyés du gouvernement parler au corps législatif, voilà, un pareil projet ne demande pas de discussion, il ne demande que des chants de triomphe, bon, un peu caricatural, mais c'est ça, c'est finalement par acclamation. C'est-à-dire que les questions de grandeur nationale ne doivent pas donner lieu à division. Et très vite, en fait, les chambres vont perdre en quelque sorte leur droit de vote pour le corps législatif ou leur droit de parler pour le tribunat. Très vite, elles vont être dessaisies et ça va passer au Sénat. Ça va passer au Sénat pour des raisons qui sont, qui ma foi ont aussi une forme de légitimité, parce que ça modifie finalement l'organisation constitutionnelle de la France. Et puis le Sénat est compétent pour les désignations en bout de course des députés. Hein. Et comme ces territoires vont devenir français, ils auront leur représentation. Hein. Ils auront des députés. Donc ça va être le Sénat qui va s'en charger. Et c'est très feutré, hein, les discussions au Sénat, pas grand-chose transpire. Hein. La difficulté, c'est d'obtenir le quorum, apparemment, parfois. On n'est pas assez nombreux pour réunir ces grands dignitaires, hein, qui ont beaucoup de choses à faire, hein, qui cumulent les fonctions. Donc voilà, il faut être... mais vous voyez, ça ne suscite pas ni d'enthousiasme particulier, hein, ni vraiment de polémique. Ce qui fait que les députés sont en situation un peu de spectateurs. Hein. Pensez à ces discours majestueux que sont les exposés de situation de l'Empire. Hein. À chaque session parlementaire, hein, le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence là c'est Montalivet, fait un discours et qui explique en fait l'état de l'Union, enfin j'allais dire l'état de l'Union, l'état de l'Empire. Et regardez ce qu'il leur dit. Depuis votre dernière session, il est vrai que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas réunis. Depuis votre dernière session, l'Empire s'est accru de 16 départements. Autrement dit, il se passe des choses formidables, vous n'avez rien fait. Voilà, vous n'avez pas de voix au chapitre, vous êtes devant le fait accompli. Mais quand c'est un fait accompli de cette ampleur, 16 départements, 5 millions d'habitants, un territoire qui donne un revenu de 100 millions, de 300 lieues de côte, etc. Voilà. Bon, clairement, la décision d'agrandir, voilà, c'est le fait du prince, c'est l'exécutif. Donc ça, c'est un gros changement. Hein. Dans le processus, les chambres sont dépouillées de ce droit. Et surtout aussi, Napoléon ne veut pas des trublions, des agitateurs francophiles sur lesquels s'était appuyée la Révolution. Parce que finalement, la Révolution, pour réussir ces réunions, s'appuyait souvent sur un parti pro-français qui faisait du trouble, qui était maltraité, et donc ça donnait un motif d'intervention. Hein. Napoléon ne veut pas de ça. Hein. Il y a des amis de la France, hein, ça peut être dans le pays de Vaud ou ailleurs. Napoléon ne veut absolument pas de ces brouillons qui s'ingèrent. Hein, voilà, c'est pas... Le partage des tâches est bien clair. Voilà pour le processus politique simplifié. Après, quelles sont les autres transgressions ? La transgression qui saute aux yeux, c'est que Napoléon va enjamber le périmètre des limites naturelles, hein, des frontières naturelles. Bon,
voilà, cette carte de la France, des 130 ou des 134 départements vous est familière. Peut-être l'est aussi un de ces beaux discours de Victor Hugo, avec l'art de la comparaison. Chaque année, il reculait les frontières de son empire au-delà même des limites majestueuses et nécessaires que Dieu a données à la France. Il avait effacé les Alpes comme Charlemagne et les Pyrénées comme Louis XIV. Il avait passé le Rhin comme César, il avait failli franchir la Manche comme Guillaume le Conquérant. Sous cet homme, la France avait 130 départements. D'un côté, elle touchait aux bouches de l'Elbe, de l'autre, elle atteignait le Tibre. Donc, Napoléon, de fait, s'est affranchi des limites naturelles. En jouant parfois sur les mots. En jouant parfois sur les mots, notamment, c'est très sensible dans la question du Rhin. La question du Rhin, le Rhin frontière de la France, soit, mais dans ce cas, il faut aller jusqu'à son embouchure, jusqu'à la mer du Nord. Il n'y a pas que la Belgique ou les territoires cisrhénans, donc Cologne, etc., jusqu'à Mayence, qui sont sur la rive gauche du Rhin, mais il y a aussi la Hollande. Il y a aussi la Hollande qui est française, et les services diplomatiques français justifient. Ça fait partie des arguments que l'on réunit dans le contexte des tensions avec le royaume de Louis, en expliquant finalement la Hollande, c'est les alluvions du Rhin, qui est un fleuve français, donc voilà, c'est du sol français finalement, ni plus ni moins. Donc voilà, on peut s'accommoder de la limite du Rhin, à condition d'aller jusqu'à son embouchure. Avec le recul, des observateurs très attentifs de la politique napoléonienne, un petit peu s'affolent. Vous connaissez peut-être cette histoire de France qui avait été chargée, dont Édouard Bignon avait été chargé, et qui s'affole sur ce moment 1810, lorsque voilà, il y a tout un pack de nouveaux départements qui sont réunis, et en disant bon, voilà, l'empereur prend des bassins entiers. Dans le discours napoléonien, il y a souvent ce discours, cette phrase auquel je suis sensible, mais c'est peut-être parce que je suis grenoblois, il n'y a plus d'Alpes. Ça devient comme un leitmotiv qui montre la capacité finalement de l'empereur à s'affranchir des obstacles naturels, des limites naturelles. Alors, il y a plusieurs moyens de vaincre les Alpes. On y reviendra peut-être, mais c'est tout le travail des ponts et chaussées, qui vont imaginer 3 percées alpines pour faciliter les communications avec l'Italie. Et l'Empire napoléonien, c'est en grande partie l'union de la France et des départements français de l'Italie. Il n'y a plus d'Alpes. Pour certains représentants français, ça sonne comme une formule magique, comme voilà il peut y avoir des limites à la volonté. Et vous voyez, on voit affleurer à travers les rapporteurs, Saint-Jean d'Angély et Sémonville, qui sont envoyés au Sénat, qui devancent les possibles objections de la part de sénateurs qui seraient vus comme trop timorés, pour dire on ne va pas aborder ce sujet, à faire entendu. C'est en vain qu'on objecterait les inconvénients, c'est à propos de la réunion de la Toscane à la France. C'est en vain qu'on objecterait les inconvénients d'une trop grande étendue donnée à l'Empire. Les communications par mer diminuent les distances. Les communications par terre, aujourd'hui qu'il n'y a plus d'Alpes, plus d'Apennins, sont aussi faciles de Livourne à Paris que de Paris à Nice. La politique européenne a soumis les contrées les plus éloignées pour y trouver des moyens de commerce et de nouveaux éléments de marine. Comment négligerions-nous des moyens et des éléments qui sont à nos portes? Ne soyons pas timides. Nous sommes en 1808. Ma foi, il y a des routes, on a des ports. Ne nous bloquons pas. Donc le discours géographique, vous voyez comment il passe de la sanctuarisation en fait, des frontières naturelles à un discours qui finalement glorifie la capacité de l'Empire, des Français, à s'affranchir de ce type d'obstacles. Il y a une réflexion par rapport à l'histoire.
dans ce discours pour légitimer les réunions, il faut faire avec l'héritage de la Révolution française. L'argument de la Révolution française était le suivant. Vous, Savoisiens, vous, Belges, du temps de César, vous étiez avec nous, vous étiez Gaulois. Vous étiez des peuples des Gaules. Et ensuite, les aléas de l'histoire, les rivalités entre princes, les usurpations des évêques, etc., tout cela vous a éloigné de nous. Et au sens propre, ce que l'on vous propose, c'est une réunion. On réunit les membres d'une famille divisée, dispersée, par les hasards de l'histoire, les contingences. Donc, vous étiez français, vous le redevenez. Et au moment où la nation française a reconquis sa dignité comme nation, il est normal qu'elle vous accueille comme des frères qui avaient été tenus éloignés. Il y a cette trame révolutionnaire, ma foi, qui la met en accord avec ses principes, tout en tordant en la pratique un certain nombre de faits. Vous savez que Napoléon cumule les systèmes de légitimité. Ça, c'est très important pour asseoir la légitimité du régime, de l'ordre. On conserve beaucoup de la Révolution, mais on n'oublie pas un certain nombre d'éléments de l'Ancien Régime. C'est cette capacité à synthétiser tout cela qui doit faire la force du régime. Mais c'est aussi un peu la même chose pour justifier l'agrandissement. Il y a des cartes qui paraissent. Vous avez ici un exemple d'une carte de 1804 assez habile. Alors les couleurs sont un peu, vous avez peut-être du mal à les voir, mais elle est toute simple. Vous voyez, c'est le type de carte qui montre comment s'est faite la France, autour des 43 qui ont fait la France. Finalement, c'est le principe. Comment, à partir des apanages, du domaine royal francilien, on a réuni des grands fiefs qui ont construit la France. Et finalement, il n'y a pas de différence de nature, quand on voit cette carte, entre le rattachement de la Guyenne au domaine royal ou du Dauphiné avec le Piémont ou avec les départements du Rhin ou avec la Belgique. C'est le même processus historique. Ce qui paraissait naturel au XVIIIe, quand on regarde le XVIIe siècle, l'Artois, etc., le XIXe siècle considéra comme naturel ce qui s'est produit non seulement pour le duché de Lorraine, mais aussi pour les agrandissements révolutionnaires et napoléoniens. C'est là une trame de l'histoire. On est dans une continuité. On est passé sous la troisième race, d'ailleurs, comme l'indique la légende de cette carte. Donc il y a à la fois cette idée qu'on poursuit un processus historique de constitution de la France, et puis on ne rompt pas entièrement avec les références révolutionnaires. Il est encore question des Gaulois, autour de Coblence. C'était pas des Germains, c'était des Gaulois, donc ils devaient être réunis avec nous. Et vous savez que dans les années 1800, autour de 1805, il y a une académie celtique qui fait des antiquités nationales. Mais en même temps, à travers ces antiquités nationales, il peut y avoir un dessein politique, comme l'explique son secrétaire, Lavallée. Presque tous les peuples de l'Europe qui sont les descendants des Celtes sont réunis de nouveau et forment presque tous, encore aujourd'hui, une seule et grande famille sous un même gouvernement fédératif. On peut y ajouter un certain nombre d'États du système fédératif. Donc, la légitimité par l'histoire, et par l'histoire des Gaules, joue encore. Il y a bien sûr la référence carolingienne et l'analogie entre les cartes plaide en ce sens, et puis il y a des rappels de l'histoire, une route chez Napoléon qui relie le Rhin, ce genre d'éléments. Ces arguments de type géographique ou historique continuent à être sollicités jusque vers 1806-1807. Après, on conserve le mot de réunion, on conserve le processus de la réunion, mais il faut bien le constater, il y a un allègement, il y a même beaucoup de désinvolture au niveau des motifs.
parce que ça devient franchement compliqué de justifier par cette continuité historique ou géographique, hein, lorsqu'il s'agit de dire que les habitants de Hambourg, hein, sont français. Là, ça devient franchement compliqué. Et pour cela, et notamment dans un discours à l'intention des Français, qui s'inquiètent, hein, malgré tout, qui s'inquiètent, hein, de cette extension qui fait que, voilà, un jour on va avoir comme voisin immédiat, bon, il y a la Pologne, mais pourquoi pas les Russes bientôt, enfin, où s'arrêtera-t-on? On fait valoir les bonnes affaires, hein, et on justifie, hein, par les circonstances. Hein, on justifie par les circonstances de manière, hein, avec un cynisme assuré, hein, dans une logique de rapport de force. Et la logique du blocus continental, hein, a toute sa part, hein, évidemment, hein, dans le choix des réunions et dans l'étirement littoral, hein, de la France, et son souci de franciser les bassins fluviaux et leur arrière-pays. Hein. Et ce qui suscite un certain nombre, hein, de contestations. Elle s'exprime sous la forme de caricatures, hein, mais l'argument, voilà, par exemple, pour le cas de la Hollande, hein, est difficile à soutenir, et à part quelques libellistes à gages, hein, plus personne voilà, ne fait ce risque, hein, dans ce type de parallèle de légitimation historique. Ce qui est à l'œuvre, hein, au fur et à mesure, hein, des années, c'est que Napoléon en vient à assumer une vision du monde, une vision géopolitique, hein, ce qui a sa force, sa cohérence, qui est celle de la loi des empires, hein, avec une géopolitique qui repose sur l'idée que pour aboutir à une paix durable, hein, pour stabiliser la situation en Europe, il faut faire disparaître les États trop faibles, les États qui n'étaient pas viables, les États un peu fictionnels, qui n'ont pas les moyens de se défendre, et qui du coup sont des États clients. Soit ils sont alliés avec les Français, soit avec les Anglais, soit avec une autre puissance, mais ils n'ont pas d'existence en tant que telle. Ils sont ballottés continuellement, et donc il faut mettre fin à l'hypocrisie et les faire disparaître. Hein. Des États qui n'ont pas les moyens de se défendre, hein, ne doivent pas pouvoir exister. Hein. Et ça, c'est pas Napoléon, c'est pas même les Français qui sont à l'initiative, hein, de ce type de rapport, hein, mais c'est la grosse transgression. Elle a été opérée à l'occasion des partages de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle, hein, qui marque, hein, une étape considérable, peut-être plus importante, hein, que les guerres révolutionnaires, hein, dans la manière, hein, de traiter ou de maltraiter les peuples. C'est quelque chose, hein, qui crée un précédent pour ce qui est du partage des peuples. Ce type de diplomatie, hein, relève d'une force d'absolutisme. Hein. Il y a une forme d'absolutisme diplomatique et qui commence à troubler les Français, hein, ou du moins qui commence à poser des questions. Hein. Les Français, voilà, suivent les opérations militaires, etc., mais les tractations diplomatiques, restent hermétiques et à dessein hermétique, y compris pour des gens extrêmement bien placés, hein, pour des témoins de premier plan. Hein. Prosper de Barante, il fait partie de ce qu'on peut appeler l'establishment. Hein. Son père est préfet à Genève, enfin, lui-même va avoir des responsabilités préfectorales. C'est un auditeur au Conseil d'État, donc autant dire, voilà, il est dans les petits papiers, c'est l'élite montante de l'Empire. Quand il discute, en écrivant à ses amis, le préfet Maurice va être le préfet de la Dordogne, je crois, vous me demandez ce qui est devenu l'état de l'Église, je n'en sais rien. Il me semble pourtant que j'ai vu dans un coin de journal une révocation du don de notre ami l'empereur Charlemagne. Donc voilà, on rigole un petit peu de l'imaginaire carolingien en disant, bon, on dit ça pour la galerie, mais entre nous, voilà, la donation de notre ami de l'empereur Charlemagne et la réunion de 3 nouveaux départements au royaume d'Italie, pour Rome, Civitavecchia, Ostige, je n'en sais rien du tout. Bon. Voilà,
les élites ne sont plus vraiment associées en fait aux transformations de l'espace français. On va attaquer maintenant dans un deuxième et dernier temps cet empire en fait dont on a vu les fondements idéologiques, si vous voulez. Hein, voilà, on connaît l'histoire des conquêtes, des campagnes militaires, les tractations diplomatiques. On a essayé de mettre l'accent sur le discours de justification de ces conquêtes. Essayons de voir un petit peu ce qui devait cimenter cet empire et ce qu'il a cimenté en partie, même si les défaites militaires n'ont pas permis de voir ce que cela avait donné. Cimenter les réunions, une armature impériale. Armature impériale, vous avez demandé que fait Hannah Arendt ici. Quand elle analyse en fait ce livre a une réflexion sur l'histoire des empires, et elle voit dans le projet napoléonien la dernière tentative d'un empire à la romaine, c'est-à-dire un empire qui conquiert par les armes mais aussi par les lois, et qui donne ses lois aux vaincus. Elle y voit voilà, ce dernier exemple d'un empire qui fonctionne avec le prisme assimilateur, qui intègre les vaincus, qui leur donne le droit de citer, mais elle y voit la dernière tentative et en même temps un échec, puisque le contexte culturel ayant changé, l'universalisme napoléonien en même temps suscite, encourage en réaction le réveil des particularismes nationaux à l'époque du romantisme, en Allemagne ou ailleurs. Mais en tout cas, la dimension de l'intégration par les lois, il est vrai, c'est un élément essentiel du projet napoléonien qui reprend ça de la Révolution. Parce que les territoires qui sont réunis à la France, eh bien, vont devoir, en quelques mois, assimiler toutes les lois. Toutes les lois françaises vont être exécutoires. Et donc, en fait, il y a une méthodologie de la conquête. Il y a les services de traduction qui s'attellent à préparer en 40 volumes voilà, un digest des lois françaises. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. On se donne les moyens d'implanter aussi les institutions françaises, avec, sur le même pied, c'est-à-dire avec des effectifs, avec une densité de présence de bureaux, on parlait des brigades de gendarmerie, qui est la même à l'intérieur qu'à l'extérieur, de façon à ce que voilà, la réunion soit véritablement effective, et que l'on ne sente pas de différence lorsque l'on franchit les anciennes limites de la France. Non seulement les lois françaises sont en exécution, mais qu'il y a aussi un personnel administratif, des eaux et des forêts, des contributions, tout ce que vous voulez, qui soit sur le même pied qu'en France. Évidemment, le code civil, devenu code Napoléon, joue un rôle de premier plan. Et le code Napoléon, au moment de son élaboration, on a fait venir, vous savez, dans sa jeunesse, les juristes qui y ont travaillé représentaient la France à peu près à égalité la France du Nord, la France du Sud, essayer de reprendre un petit peu pour une synthèse qui fasse sens et pour tout le monde. On se dit que finalement, cette capacité, si l'on a réussi à trouver un terrain au niveau du droit civil acceptable par tous, eh bien ce code un peu peut voir son assise élargie sans difficulté. Donc code Napoléon, et puis la cheville ouvrière préfectorale qui œuvre à la diffusion des lois et leur exécution à la française. Cette politique de la Réunion, elle repose en partie sur la figure de Napoléon Bonaparte lui-même, qui a soin, c'est quelque chose voilà, que l'on connaît bien, qui a soin de sortir de ses palais
de sortir des Tuileries, pas seulement pour mener ses troupes en campagne, mais aussi se faire voir dans son empire à travers une série de voyages officiels. Il laboure en particulier la Belgique ou la rive gauche du Rhin et bien sûr l'Italie du Nord. C'est une dimension importante puisque par rapport à des populations assez disparates, quoi qu'on dise le discours, pour ces populations, voilà, l'Empire, c'est l'empereur. Enfin, il y a cette dimension qui est très importante. Et à défaut de pouvoir être présent partout au même moment, vous savez, il y a ces commandes de bustes en grande série qui sont envoyées dans les hôtels de ville, dans les tribunaux d'arrondissement, etc. La présence de l'empereur voilà, est un des moments d'unité. Autre moment d'unité, bien sûr, ce sont les fêtes impériales, le 15 août au premier chef, le 2 décembre également, qui sont des temps de communion dans lesquels voilà, de tous les départements, la centaine de départements, affluent les mêmes types de rapports. Peu importe finalement que voilà, ce qu'il en est véritablement, ça manifeste cette unité, cette communauté affective autour de l'empereur. Donc, mise en évidence, implication de la personne physique ou symbolique de l'empereur. Et puis, de manière encore un peu timide, mais véritable, une volonté de faire connaître aux Français ce qu'est devenu la France. Et en fait, les Français sont très demandeurs. Ils étaient demandeurs pendant la Révolution française. Ils le resteront pendant tout le XIXe siècle, puisque la Révolution française, on n'insistera jamais à quel point, la déstructuration des repères traditionnels, la disparition de la société d'ordre, la disparition des provinces et autres, pose des problèmes en fait en termes d'appartenance et en termes d'identité. Et donc, la population est demandeuse voilà, de se connaître dans les nouveaux cadres qui sont les siens, appréhender, domestiquer l'échelon du département qui ne parlait à personne pendant longtemps. Et donc que l'on rajoute des nouveaux départements au nom un peu barbare, Zuiderzee ou ce genre de choses, bon, finalement, voilà, c'est la même démarche. Mais allons-y, on fait voilà, des jeux de loi, quelle est la préfecture du Zuiderzee, ce genre de choses, un peu pour rendre familier un tel espace. Il y a un boom des atlas. Vous savez, chaque année, on publie des atlas, et puis parfois, dans la même année, l'atlas, il est obsolète parce que la carte de l'Europe a changé. Des atlas, des guides touristiques, on y reviendra. Et puis, on voit aussi qu'il y a des gens qui ont le sens des affaires. Oberkampf, voilà, qui est bien lié à l'Empire, dans sa manufacture de jouets en Josaph. Voilà, peu après la réunion de Rome à l'Empire, bon, voilà, on met en l'honneur des vues de Rome, bon, ce genre de choses. Qui doivent faire connaître un petit peu aux Français cette plus grande France qui est la leur. Et la presse de l'Empire, quand on lit les nouvelles des départements, on s'habitue de voir, tiens, il y a des nouvelles qui nous viennent de Cogny, il y a des nouvelles qui nous viennent de Florence, voilà, même si ce sont 3-4 lignes, il y a un désenclavement des horizons qui doit construire à terme l'Empire. Ça reste peu de choses, ça ne touche que des franges assez réduites, mais il y a un pas en avant. On n'est pas du tout, parce que voilà, les conditions de diffusion culturelle sont celles du début du XIXe siècle. On n'est pas du tout dans le contexte qui sera celui des empires coloniaux avec la publicité, une presse qui est lue par tout le monde. Voilà, c'est très différent, mais il y a quelques signes en ce sens. Il y a des guides, des guides de voyage qui jouent un rôle important pour faire connaître les nouvelles contrées. Qui surfent un peu sur la passion de l'époque pour le grand tour, ce genre de choses. Sauf que désormais, voilà, on peut faire le grand tour tout en restant en France. Mais avec des réflexions qui sont intéressantes. Là, vous avez ça a été publié après la chute de l'Empire, 1816. C'est une correspondance entre des notables genevois, mais qui étaient citoyens français, parfaitement citoyens français en 1812, et
qui en 1812, il n'y avait pas de raison qu'ils ne le soient pas à leur mort, enfin, tout allait bien, et qui néanmoins, dans une sensibilité qui est à peu près romantique, qui commence à s'attacher à la couleur locale, au pittoresque, ce genre de choses, peuvent s'inquiéter de la standardisation des mœurs, des paysages, des modes de vie, qui est à l'œuvre avec l'Empire. Hein, et certaines personnes, peut-être des âmes d'élite, ont l'impression de vivre une espèce de mondialisation à la française avant l'heure. Hein, que nous raconte Pictet, mais pour Breton, c'est à peu près la même chose. Il explique, la première citation, que oui, les Piémontais sont français. A priori, c'est pas évident, mais quand on vient de loin, on se rend compte qu'il y a un certain nombre des parentés qui sont évidentes. Donc on essaye de créer ce sentiment d'appartenance. Que dit Pictet, lui, pour sa part? Ça commence en fait par une déploration romantique. Après Rousseau, il passe par les bords du... il y a une déploration en fait sur l'effet des routes, sur l'aplanissement et sur la disparition des Alpes. Finalement, comme quoi, c'est pas qu'un thème de propagande impériale. Des voyageurs, ils ont moins mal aux fesses, moins mal aux reins et ils gagnent du temps, mais ils ont l'impression de perdre quelque chose. Ces immenses travaux sont sans doute les plus nobles marques de notre civilisation, mais en aplanissant les rochers, ils ont rabaissé les Alpes et désenchanté Mellerie, que Rousseau chantait dans La Nouvelle Héloïse. Le nom de ces montagnes n'inspire plus d'effroi, et les peuples ne sont plus séparés par elles. En les rapprochant, ces communications faciles effacent le caractère originel des nations. Elles prennent les mêmes mœurs, avec des besoins et des habitudes semblables. L'instinct de nationalité se dissipe peu à peu par cette communauté à tous les usages de la vie, et l'on parcourra bientôt l'Europe entière, en croyant rester toujours au milieu d'un même peuple. Et il continue cette rêverie un peu nostalgique, en expliquant le sentiment qui lui est arrivé quand il débarque à Turin, en se disant mais non, je croyais être en Italie, mais non, je suis dans une ville française où on achète les articles de Paris, où c'est les modes de Paris, des boutiques, des restaurants un peu à la parisienne. Jusqu'où ira cette uniformisation culturelle? Mais pour nous, ça nous intéresse parce que c'est la réunion, c'est pas simplement le fait du prince, d'une opération diplomatique maquillée par l'idéologie. On a l'impression de la vivre. Certains, du moins, ont l'impression de la vivre. Et jusqu'à s'en inquiéter. Quel sera le résultat de cette fusion de tous les peuples, de cette uniformité de mœurs, de cette culture commune qui donne à tous les intérêts une même tendance? Les physionomies nationales, en s'effaçant sur tout le continent, s'éteindront-elles en même temps les rivalités des peuples avec ce sentiment? J'ai peine à le croire, quelque chose me blesse dans cette image, et lorsque je vois sur le bord du Tibre des arrêtés de notre Conseil d'État affichés sur les poteaux, un cri de ma conscience révèle que je suis sur la terre des Romains. Jusqu'où on va... voilà. Captation, interrogation, en sachant que tout cela est publié à la chute de l'Empire, à un moment où il s'agit aussi de déconstruire l'entreprise napoléonienne. Donc tout cela mérite un petit peu d'être questionné, mais il faut y insister. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est pas simplement des cartes qui changent de couleur. Derrière, il y a des changements très concrets qui sont à l'œuvre. Ces changements très concrets qui sont à l'œuvre, ils ne naissent pas de rien et ils sont en grande partie le produit de l'activité d'hommes, de voyageurs. Il y a des circulations d'hommes, de savoir, de savoir-faire qui sont à l'œuvre. Et je me suis notamment intéressé une catégorie de fonctionnaires que j'ai appelés les impériaux, autrement dit des fonctionnaires français qui ont exercé des fonctions publiques au-delà des anciennes limites de la France, qui se sont retrouvés en poste où vous voulez, à Amsterdam ou en Italie française. Des Français pour administrer l'Europe. Et parfois, il y a des grappes importantes. Alors, prenons le bel exemple fourni par Rome. Bel exemple parce que ces visages peuvent nous être familiers. Le premier était d'ailleurs, vous avez reconnu le pinceau d'Ingres, mais il y en a toute une série
Ingres, à ce moment-là, était à Rome. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Et pour vivre, il devait faire des portraits. Il devait faire des portraits. Et ça tombe bien, puisque dans la Rome de 1811-1812, il y a toute une série de fonctionnaires français qui sont nommés et qui vivent le rêve de leur vie. C'est-à-dire, ils sont à Rome payés par l'État. Que rêver de mieux. Et donc, ils veulent consacrer leur réussite, et conserver aussi un souvenir de leurs années romaines par ces portraits, avec ce peintre, ma foi, qui sait bien y faire. Et donc, vous en avez toute une série. Charles Marcotte, il est responsable des forêts à Rome. Moteldo, c'est un Corse qui est responsable, qui est directeur des postes. Vous avez De Villers, c'est pour les droits réunis. Norvin, vous le connaissez sans doute, c'est la police. Vous aviez le greffier, de la cour de la cour de Rome, qui est français. Vous avez bien sûr un ingénieur des ponts et chaussées, un grade subalterne dans les contributions. Et puis leur épouse, il y a la mère du préfet Camille de Tournon, mais il a aussi une femme. Et puis il y a des femmes, des fiancées françaises qui viennent et qui constituent ce que les gens de l'époque appelaient une colonie française à Rome, qui se retrouvent, qui essaye aussi de faire venir tel cousin ou tel neveu. Enfin, ça c'est tout à fait humain. Et l'Empire fonctionne ainsi. Au niveau des nominations, on est dans un système un peu mixte qui mélange et le mérite, qui est pris en compte à travers des fiches tenues à jour par les préfets sur les capacités et en même temps la fidélité des individus. Donc il y a ce contrôle par ces fiches. Et puis il y a bien sûr aussi tous les coups de main, tous les coups de pouce qui fait monter un nom sur le devant de la pile. Mais donc vous voyez, il y a cette société française qui vit comme des expatriés, et qui vit vraiment comme des expatriés. En fait, pour tout vous dire, j'étais en poste à Paris, à Paris, ou du moins j'habitais à Paris, puis un beau jour, j'ai eu un poste à Grenoble. Ça a été un petit peu une révolution copernicienne dans la mesure où, quand on est à Paris, on a les archives nationales, on a le service historique de la défense, donc tout est bien pratique, on a des belles archives centralisées. Et puis après, à Grenoble, il y a une belle bibliothèque. Je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je vais faire en fait là-dedans? Donc je lisais, au hasard, des lettres, en me disant, et l'idée m'est venue. En fait, c'est toutes les familles qui restaient à Grenoble qui écrivaient à leur mari, à un frère, à un cousin. Et on voyait l'Empire vivre, puisque les lettres sont des correspondances entre absents. Elles sont conservées là où elles étaient dans leur lieu de destination. Et on voyait vivre vraiment ces gens comme des expatriés, en expliquant l'Italie, ma foi, il y a des cloches, il y a des moines, c'est affreux, les gens sont sales, ils mangent de la polenta, c'est infâme, mais les domestiques, c'est pas cher. Il n'y a pas de piscine encore, mais on peut être dans un palais. C'est ce type de société qui se met en place. Je m'étais plu à croquer ça. J'avais fait avec un dessinateur, une bande dessinée sur Napoléon, un peu la Dolce Vita que vivent et les tranches de vie que l'on vit, qu'on l'envoie dans les courriers, avec des sentiments ambivalents. Parce que c'est ce qui fait aussi la fragilité de l'Empire. Ils sont on est dans une préfecture française, mais étant vraiment en France? Pas vraiment. En tout cas, quand on lit ces lettres, le sentiment d'étrangeté, il est bel et bien là. Et puis il y a surtout aussi on sent aussi la volonté de faire carrière. Je pars loin, mais ça me permettra de revenir et de briguer un poste à Paris parce que j'aurai fait mes preuves. Et de fait, le travail il est considérable pour ces fonctionnaires qui sont expatriés parce qu'ils doivent mettre sur pied une machine administrative à partir de rien, avec des collaborateurs, des fonctionnaires italiens, allemands qui ne comprennent pas vraiment, s'ils comprennent le français, ils ne comprennent peut-être pas l'esprit administratif français. Donc c'est extrêmement laborieux. Et puis, quand on arrive, il n'y a rien, il n'y a pas de matrice.
les autorités locales n'ont rien donné, il faut tout faire ressortir les listes qui payent tant d'impôts, enfin il y a un travail considérable, c'est absolument épuisant. Donc du coup, et puis il y a aussi ce caractère un peu chauvin dont plaisante Napoléon, une citation un peu fameuse, vous aurez à réprimer, là c'est pour le Royaume d'Italie, donc c'est encore un peu un cas particulier puisqu'on est dans un territoire qui n'est pas français à la lettre, hein, car le français n'est bien nulle part qu'en France. Mais prenons un inspecteur des douanes grenoblois en l'occurrence, Dubois-Aimé, qui explique, voilà, Casals, Turin, ce seraient des villes agréables pour tout autre qu'un Français qui n'aime que son pays. C'est une si bonne chose que la France, l'ancienne France. Il faut avoir voyagé comme nous pour bien connaître tout le prix. Hein. Voilà, et ce type de sentiment, de mal-être, hein, complexe du Bellay si vous voulez, où, il est assez répandu. Et ce qui fait que l'attachement à ces nouveaux départements, il est assez faible. Même si ces hommes essayent de se convaincre de l'utilité historique de leur présence ici. Et on se rend compte en fait qu'ils ne croient pas vraiment à la fiction, à la fable de territoires qui ont été français, qui doivent autrefois et qui doivent le revenir, etc. Non, ils sont animés finalement, ils sont bardés de certitudes héritées de la Révolution française. Ils ont le sentiment d'être dans le sens de l'histoire, hein, d'apporter et le progrès et la civilisation. Hein, continuons avec ce douanier, Dubois-Aimé, qui est dans les États romains, hein, au sud de Rome. La torture judiciaire n'est abolie dans ce pays que depuis qu'il est à nous. Ce bienfait seul justifierait notre prise de possession. C'est là le plus beau côté, le magnifique côté des conquêtes de nos armées. Si nous n'apportons pas une grande dose de liberté au peuple, nous lui apportons du moins l'égalité devant la loi au lieu de l'arbitraire, et des codes que ne souillent plus l'ignorance et la cruauté. Bon, voilà, c'est un sentiment de mission qui peut les animer. Dernière chose, voilà, avant qu'on discute, hein, si vous voulez bien, la réciprocité n'est pas un vain mot. Et ça, c'est une dimension importante. C'est-à-dire, bon, effectivement, il y a beaucoup de Français, d'anciens Français, qui partent dans les nouveaux départements pour les administrer à la française, mais la réciproque est possible. Hein, la réciproque est possible. C'est-à-dire que tout le monde, on le sait tous, hein, le régime napoléonien s'appuie sur les notables, parce qu'à partir des notables, en fait, on capte une puissance sociale locale que l'on met au service du pouvoir. Donc il est normal qu'on va choisir des maires, qu'on va peupler les conseils municipaux pour des tâches locales, etc., à partir de notables du cru, ça c'est évident, etc. Mais on va aussi recruter localement des gens capables qui vont pouvoir exercer des fonctions administratives en France, dans la vieille France, qui vont pouvoir se retrouver dans des administrations, y compris en préfecture. Sur cette carte, vous avez, pour ce qui est des préfets, les petits points verts, c'est les lieux de naissance de ces préfets qui se sont retrouvés à s'occuper d'une préfecture dans l'intérieur. Hein, et ces préfectures peuvent être importantes. Ça peut être Nantes, sous Napoléon, de 1806 à 1813, est confiée à des mains, j'allais dire étrangères, mais non, qu'ils ne le sont plus, mais des Belges ou des Hollandais de naissance. Ça peut être Avignon, ou même en Seine-et-Oise, même Versailles, enfin, voilà, ou des choses un peu plus perdues, hein, comme on creuse. Ce qui fait d'ailleurs, il y a des choses assez plaisantes, parce qu'après, ça fait jaser à Genève, on se dit, mais est-ce qu'on fait bien d'envoyer un Genevois, voilà, dans le massif, enfin, on ne sait pas que le Massif central existe à l'époque, au cœur de la France, parce que ça a donné une image de la France un peu arriérée aux Genevois. Donc bon, voilà, il y a quelques calculs. Ça laisse des traces, hein, dans le beau théâtre Gralin, hein, on a les armes, hein, du préfet hollandais qui exerçait, qui exerçait la préfecture. Voilà, c'est sur ces Européens qui sont partis administrer la France, et dans un certain nombre, ouais, ça sera le mot de la fin, on va finir là-dessus, ont choisi de rester français. Qu'est-ce que je veux dire par là?
quand un département est réuni à la France, tous ses habitants deviennent français. Citoyens français pour les hommes, voilà. Avec les traités, avec le traité de Paris en 1814, ils deviennent ou ils redeviennent ce qu'ils étaient ou ce qu'ils auraient dû être. Enfin, voilà. Il y a quand même une possibilité pour eux. Alors, ce n'est pas formalisé au point où le sera les optants pour l'Alsace en 1871, mais il y a une facilité qui est accordée de rester français. Et du côté français, la Chambre des députés va abréger la durée probatoire pour devenir français. Quand on a été belge et qu'on a été français 10 ans durant, si on fait une demande, on peut devenir français assez facilement, à condition de montrer patte blanche, c'est-à-dire en fait de pas d'avoir ou des capitaux ou d'être ancien militaire ou d'avoir exercé des fonctions publiques. Mais cette possibilité, elle va être saisie par des centaines et même des milliers d'individus qui sont devenus français en fait pendant 5, 10, 15, 20 ans et qui ne voient pas comment ils pourraient être autre chose, ce qu'ils ont été véritablement. Et donc ils font leur vie en France parce qu'ils restent gendarmes, parce qu'ils restent dans l'armée ou pour toucher leur retraite de militaire. Mais voilà, c'est une dimension importante. Quand l'Empire disparaît des cartes en 1814, tout n'est pas effacé. Il y a des liens d'amitié qui demeurent, il y a des gens qui font le choix de la France. Enfin voilà, c'est le mot de la fin, l'Empire n'est pas une chimère. Il y a des liens humains dans cet espace élargi de la France qui sont restés. Voilà, je vous remercie. Ça aurait pu marcher. Oui, merci beaucoup.